c'est vrai que dans tout État moderne, la Constitution, le baromètre par lequel on mesure la vie de cet État, la vie et son fonctionnement. La Constitution, comme on le dit, c'est la loi fondamentale qui doit donc régenter la vie d'un État. Mais le problème qui se pose souvent est que la Constitution ne joue pleinement son rôle qu'en temps normal. En temps de crise, très généralement, et c'est là le problème, eh bien, la Constitution, puisque elle n'a pas pu arriver à éviter la crise, elle est généralement mise entre parenthèses au profit de ce que nous appelons les petites constitutions, à l'image des chartes dont vous parlez, qui momentanément mettent en berne la Constitution, la loi fondamentale, mais pour en réalité revenir les renforcer. Je réponds donc à votre question de savoir si cette mise à l'écart est définitive. Non, elle n'est pas définitive, puisque la Constitution est simplement mise à l'écart pour pouvoir adopter une charte conforme à la situation vécue, de sorte à ce que finalement la charte vienne renforcer la Constitution après la crise. Donc quelque part, les chartes ne bannissent pas les constitutions, certes, puisqu'on est en temps de crise, vous le savez, le principe est clair, en période de crise, solution de crise. Or, la Constitution ne peut pas être une solution de crise, d'où le recours à des organes de crise, dont la charte, ce que nous appelons généralement les petites constitutions. Dans la mesure où, comme je le dis, les chartes en question sont contemporaines par rapport à la Constitution, bien sûr, et elles sont mises sur pied au vu des difficultés que vivent ces pays-là. Donc ces chartes-là prennent compte des problèmes contemporains, des problèmes réels que vivent ces pays-là et permettent donc de corriger. Peut-être dans la Constitution, il y a des dispositions chrysogènes, des dispositions peut-être chrysogènes par leur flou, par leur imprécision, qui, grâce à la sur-pied de ces chartes, vont permettre à corriger pour aboutir à une nouvelle Constitution. Comme on le dit, reculer pour mieux sauter. Donc c'est vrai, l'avènement des chartes, des actes politiques comme cela, est de nature à mettre un peu en doute l'autorité de la Constitution. L'autorité de la Constitution. Mais comme je le dis, en temps de crise, il faut une solution de crise et le recours aux chartes en est une. Je compte focaliser mon attention sur les instances sous-régionales ou régionales africaines, et surtout l'instance sous-régionale de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Je ne serai pas peut-être le premier analyste à faire cette remarque, mais je relèverai simplement et amèrement la tergiversation de la CEDEAO. Je mettrai l'accent sur son incohérence. Souvenez-vous, dans le cas malien, hier, la CEDEAO, les organes de cette instance sous-régionale, étaient fermes à dire que le départ du président d'alors était la ligne rouge, n'est-ce pas, à ne pas franchir. Mais depuis que cette ligne rouge a été franchie par la force, la CEDEAO a pris acte et voilà, est rentrée dans le jeu. C'est le cas au Mali où d'ailleurs je pense qu'elle n'a pas eu grand mot à dire, surtout dans la gestion de la gestion immédiate de la transition où je pense, puisque les faits ne sont pas totalement clairs, que la CEDEAO a été un observateur, même dans la gestion actuellement de la suite de la transition. Je ne suis pas sûr que les choses vont autant au triomphe de la CEDEAO. Bref, je crois, et tout le monde, et beaucoup le disent, que ces derniers événements n'ont pas permis donc de renchérir la vigorosité de la CEDEAO au regard de l'exigence démocratique qu'on lui a tant vantée. Elle a reculé. Que ce soit, bien sûr, avec les actes précurseurs de cette crise, je parle du cas ivoirien, je parle du cas guinéen, puisque
la crise actuellement en Guinée est la suite du troisième mandat brigué par le président, comment vous l'appelez, Alpha Condé. Et vous avez vu, ça a été le cas du Togo, où la CEDEAO, par la voix même du même Alpha Condé, ont dribblé les Togolais. Ils sont venus, bon, bref, pardonnez-moi de m'éclater autant, c'est la passion. Bref, la CEDEAO, malheureusement, n'a pas joué le rôle qu'on attendait de lui en matière de fermeté, en amont, même pendant, et on se demande quelle sera sa réaction en aval. Comme dernier mot, je l'adresserai d'abord à la CEDEAO, cet organe tant prestigieux en lequel beaucoup d'Africains se retrouvaient hier. Je pense que cet organe est en train de perdre son prestige. Et la preuve est là, que ce soit au Mali, que ce soit en Guinée, que ce soit en Côte d'Ivoire ou encore dans notre pays, le Togo, la CEDEAO a failli à sa mission. Il faudrait que les responsables de cette institution en prennent conscience. Et je suis heureux d'avoir écouté le président Talon, le président Benoît Talon, mettre l'accent sur un élément fondamental, à savoir l'alternance, l'automaticité de l'alternance, l'exigence de l'alternance comme un des moyens, un des mécanismes pour éviter ces genres de crise. Il faudrait que la CEDEAO revienne sur cet impératif-là et pour faire en sorte que plus aucun président en Afrique ne tente de briguer plus de mandats que la loi fondamentale de son pays lui autorise. Donc, je pense également que les pays africains, les organes de transition, notamment, je voudrais dire les organes de transition, feront également preuve de sagesse pour ne pas verser dans ce que l'Afrique a connu, comme dans le cas de la Côte d'Ivoire, du général, comment on l'appelle, du général Robert Guéhi, qui était venu pour balayer les pourritures de la maison, mais à peine il a fini de balayer, il a voulu s'asseoir et on a connu la suite. Donc je pense que les organes actuels, je ne vois pas encore parler de transition au Tchad. Hein. On ne sait même pas s'il y a eu coup d'État là-bas, on ne sait pas ce qu'il y a où. Mais les organes de transition, c'est là qui sont clairement identifiés, notamment le cas du Mali et le cas de la Guinée. Je pense qu'ils feront preuve de sagesse pour aboutir à une véritable transition.